Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est le grand roi, connu du public sous le nom de roi Soleil, qui nous réunit cet après-midi aux côtés d'un de ses plus grands connaisseurs, Jean-François Saulnon. Et tout à l'heure, Franck, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Brigitte sur les phrases vraies et fausses que l'on attribue à Louis XIV. Autant dire que c'était le jour ou jamais. Le grand roi, le roi Soleil, Louis le Grand, autant d'appellations pour désigner le plus célèbre monarque de l'histoire de France. Il en existe un autre, moins connu, et qui pourtant est son nom de baptême, Louis Dieudonné. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. On avait prénommé ce tout petit prince, ce dauphin, Louis Dieudonné, et pour cause. Dites-vous que lorsqu'il vient au monde en septembre 1638, cela fait 23 ans que ses parents sont mariés et qu'ils n'ont pas eu d'enfant. On peut donc dire que ce dauphin apparaît d'emblée comme l'enfant du miracle, un miracle survenu à point nommé qui a soulevé l'enthousiasme. Bien sûr, je pense qu'on peine à imaginer aujourd'hui l'incroyable ferveur qui s'est emparée de la population française au moment de cette naissance, mais un miracle qui forcément a aussi posé quelques questions et semé quelques doutes. Alors, revenons peut-être à la genèse, c'est le cas de dire, de cet enfant et à ses origines. Nous sommes à l'été 1637. La reine de France, évidemment, s'appelle Anne d'Autriche. Elle va avoir 36 ans. Elle est à l'époque dans une situation des plus délicates. Vous avez sans doute lu Les Trois Mousquetaires ou l'un des très nombreux romans tirés des Trois Mousquetaires et vous connaissez les relations difficiles entre la reine Anne et le cardinal de Richelieu, qui est le principal ministre de Louis XIII, qui fait surveiller la reine depuis longtemps. Il tient en main, Richelieu, des preuves de la trahison d'Anne d'Autriche. Alors que le royaume est engagé dans un conflit contre l'Espagne, et c'est un conflit très âpre, nous sommes au cœur de la guerre de 30 ans, eh bien la reine s'est engagée, peut-être un peu à son corps défendant, elle s'est engagée dans un double jeu assez obscur et pour le moins dangereux. Si elle prétend se rendre régulièrement au couvent du Val-de-Grâce pour effectuer de pieuses retraites, et je crois qu'on n'a aucune raison de mettre en cause la piété d'Anne d'Autriche, les espions du cardinal ne vont pas tarder à comprendre qu'elle s'y adonne aussi à de toutes autres activités, notamment à une correspondance secrète avec un certain nombre d'ennemis de la couronne. N'oubliez pas qu'elle est la sœur de Philippe IV d'Espagne. Elle est la sœur du roi d'Espagne, la sœur du principal ennemi de la France dans cette guerre de 30 ans. Richelieu va comprendre le manège de la reine, il ne va pas tarder à démanteler tout le petit cénacle qui autour d'elle s'active en faveur de l'Espagne, et avec l'efficacité qui caractérise l'homme en rouge, il commandite toutes sortes d'interrogatoires, de fouilles méthodiques. Voilà ce que nous dit Philippe Erlanger. Le chancelier Séguier, chancelier de France, donc on parle du plus haut magistrat du royaume, il est même plus que cela, il est l'homme des sceaux, le garde des sceaux. Séguier perquisitionna au Val-de-Grâce et dans son zèle à découvrir ce qu'on prétendait cacher, n'hésita point à porter la main au corsage de sa majesté. La reine d'abord nia tout, puis il apparut que mieux valait confesser certaines choses afin d'en voiler de pires encore. Ce nouveau faux pas de la reine, dont il faut bien dire qu'elle a quand même été largement portée vers l'intrigue, cette reine décidément trop proche de son Espagne natale, ce nouveau faux pas est un énième épisode désastreux dans les relations très troublées qu'elle entretient avec son époux, le pauvre Louis XIII. Faut vous dire que depuis leur mariage en 1615, ils avaient 14 ans l'un et l'autre, leurs caractères ne se sont jamais accordés. C'est un drôle de couple que celui que forment Louis XIII et Anne d'Autriche. Imaginez une jeune femme pleine de vie et de feu, assez légère. Et puis lui c'est Louis XIII, avec les qualités qui sont celles du juste roi, mais aussi les défauts. Il est sombre, cet homme-là, il est triste, soupçonneux, un peu souffreteux même, disons-le, volontiers rancunier, et il est surtout très mal à l'aise avec autrui, d'une façon générale avec ses contemporains, mais tout particulièrement avec les femmes. Vous savez que Louis XIII s'était fait bâtir dans la forêt sur la butte de Versailles une sorte de pavillon de chasse qui était une sorte de retraite
dont les femmes étaient purement et simplement exclues. Il ne se sentait tout à fait à son aise que dans une compagnie assez fruste d'hommes totalement à sa dévotion. Le seul point commun finalement entre Louis XIII et son épouse, c'est cette piété dont je parlais tout à l'heure. Alors, comment s'étonner dans ces conditions qu'aucun enfant ne soit venu couronner la morne union de ce souverain et de son épouse? Au cours des années, la reine a fait plusieurs fausses couches qui l'ont éloignée de son mari, il faut le dire. Louis XIII a été très irrité, notamment en 1622. Ça a été une anecdote terrible. Sa femme était en train de courir avec de jeunes dames de son entourage, des dames de sa suite. Elle court dans la galerie du Louvre et au détour d'une salle, elle va heurter une estrade. La reine s'évanouit sous le choc, sous le coup, et elle va perdre l'enfant. Et là, on est en 1622. Louis XIII comptait beaucoup sur cet enfant. N'oubliez pas le rôle essentiel des reines à l'époque et l'obsession des rois à obtenir une descendance, assurer l'avenir de la dynastie. C'est fondamental, cette question dynastique. Pouvoir donner un successeur à la dynastie, c'est peut-être la chose la plus importante pour le roi et pour la reine. Et Louis XIII, à l'époque, en 1622, avait été très furieux contre son épouse, contre Anne d'Autriche. Donc, je vous disais que Richelieu, en 1637, a de nombreuses armes contre celles qu'il n'hésite plus à considérer quasiment comme une ennemie. Alors, néanmoins, il lui faut se poser la question. Vous savez que Richelieu lui-même marche souvent sur un fil. Je dirais même, pour filer la métaphore, sur le fil du rasoir. Il lui faut savoir d'où vient le vent. Est-ce qu'il doit encourager le roi à répudier cette reine infertile, coupable plus ou moins de trahison, ou est-ce qu'au contraire, il doit travailler à la réconciliation des époux fâchés? Eh bien, Richelieu, avec l'immense sagesse et l'insigne habileté qui l'habite, va choisir la deuxième solution. Il sait que seule la paix retrouvée dans le couple royal pourra permettre la naissance d'un héritier. Parce que s'il n'y a pas d'héritier, celui qui va prendre le trône à la mort de Louis, ce sera son remuant frangin, Gaston d'Orléans, qui est un personnage assez impossible et dont Richelieu sait très bien qu'il est son pire ennemi. Si évidemment Gaston d'Orléans venait à devenir le roi de France, il n'y aurait plus de Richelieu à la tête du gouvernement. La reine s'en sortit en rédigeant des aveux écrits Jean-Christian Petit-Fils, comme une écolière prise en faute, regrettant ses mensonges et promettant de ne plus recommencer. Au bas de cette singulière confession, le roi avait noté qu'il acceptait de, je cite, « n'avoir jamais souvenance du passé et de vivre comme un bon roi et bon mari doit faire avec sa femme ». On sent le style de Richelieu derrière la plume du roi. Cet étrange pacte avait l'air, disons-le, et c'est en tout cas Petit-Fils qui le dit, d'un traité de paix signé par deux puissants ennemis. Disons tout de suite que Richelieu n'est pas le seul à souhaiter un rapprochement du couple royal. Anne d'Autriche sait bien que c'est le seul moyen pour elle d'assurer son avenir et d'éviter une répudiation qui serait évidemment le comble de l'humiliation. Quant au parti pro-espagnol, il y voit une opportunité de se faire entendre du roi à travers l'influence que retrouverait une reine qui donnerait un dauphin au royaume et à la dynastie. On est dans l'entourage du roi aussi bien que dans celui de la reine, mûr pour pousser à une réconciliation des époux et pour faire en sorte que naisse enfin le dauphin tant attendu. Des mousquetaires du roi sur Europe 1, composé par Jean-Baptiste Lully. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck, vous nous emmenez sur les traces et la vie du roi Soleil. 5 décembre 1637, voilà le soir du miracle. En tout cas, c'est ce que nous dit la chronique. Il y a un orage ce soir-là sur la région parisienne, un violent orage, des trombes d'eau qui s'abattent sur la fin de la chasse royale, ce qui fait que le roi, il souhaitait rentrer dormir chez son cousin à Saint-Maur, où suivant les habitudes de la cour, ses affaires avaient été transportées. Vous savez que la cour était itinérante à l'époque, donc le lit du roi se trouvait à Saint-Maur, mais là, pas question d'aller jusque-là. Il fait vraiment trop mauvais et le capitaine des gardes suggère d'aller au plus près, c'est-à-dire au Louvre.
il se trouve que ce jour-là, la reine aussi est au Louvre. Alors Louis XIII se fait un peu désirer, c'est le moins qu'on puisse dire, mais la tempête redouble, comme si le ciel lui-même était de la partie. Alors, dans un soupir, Louis XIII finit par se rendre aux arguments du capitaine des gardes. Il gagne son palais du Louvre, il va souper avec sa femme, puis, nous dit Philippe Erlanger, comme il n'y avait pas d'autre lit, on mit le chevet à celui de la reine. Le roi passa sa robe et ses pantoufles selon les rites, précédé du premier valet de chambre qui portait le flambeau. Il entra chez sa femme. Un avis apparemment venu du couvent de la Visitation Sainte-Marie avait été envoyé aux communautés de Paris et à cette heure même, de toutes les maisons pieuses s'élevèrent des prières. Louis XIII demeura au Louvre jusqu'à l'aube. Là, je pense quand même qu'on est dans la légende. Enfin, je poserai la question à mon invité dans un instant, mais ça paraît un peu inouï d'imaginer tous ces monastères élevant au ciel des prières pour que le roi enfin puisse faire un enfant à sa femme depuis 23 ans, je le rappelle. On ne sait pas si c'est bien ce soir-là et dans ces circonstances très particulières qu'a été conçu le futur Louis XIV, mais une chose est certaine, quelques semaines plus tard, au cœur de l'hiver, la Gazette, qui donc est, vous savez, l'organe officiel d'information du pouvoir, la Gazette annonce la surprenante nouvelle: Anne d'Autriche attend un enfant. Ce fut un coup de tonnerre, nous dit Erlanger. Princes et grands déferlèrent aussitôt à Saint-Germain et présentèrent à leur majesté réunie les compliments d'usage. La joie obligatoire ne parvenait pas cependant à masquer leur stupéfaction. Et oui, tout de suite on se pose des questions. Enfin, c'est impossible. Comment ont-ils fait? Ils ne se voyaient plus, ces deux-là. Cet enfant paraît totalement improbable. Les relations entre Louis XIII et sa femme, disons-le, ne se sont pas du tout réchauffées. Ils sont toujours relativement éloignés l'un de l'autre. Alors, la grossesse de la reine Anne se passe assez bien. Le 22 avril, le fruit royal remue, nous dit la Gazette. Ça, c'est quand même un présage rassurant qui est célébré 2 jours après lors de la fête qui est organisée spécialement pour l'occasion à l'Arsenal. Il ne faut pas oublier que le royaume est toujours empêtré dans cette guerre. On retient son souffle à cette époque. On guette ce qui peut être interprété comme un signe favorable de la providence. N'oubliez pas cet aspect essentiel pour la diplomatie du temps et pour la compréhension des mentalités de l'époque. Alors, évidemment, les astrologues, tout le monde a fait de savants calculs, on a essayé de savoir quel serait le signe du nouveau roi, etc. Tout le monde pense qu'il va naître à la fin du mois d'août 1638. Il va quand même falloir attendre quelques jours supplémentaires jusqu'au 4 septembre pour qu'à Saint-Germain, les choses se précisent. Vers 23h, quand je dis à Saint-Germain, on est dans la partie du château neuf de Saint-Germain, avec toutes ces belles terrasses qui n'existent plus aujourd'hui. Vers 23h, la reine ressent de vives douleurs. Rapidement, l'excitation sature l'atmosphère. Il faut imaginer que tout le monde l'attend, cet enfant, bien entendu. Alors, comme le veut la coutume, c'est en présence de toute une assistance de princes et de princesses du sang, de grands officiers de la couronne, etc., que la reine va devoir affronter les souffrances de l'enfantement. On craint même à un moment pour sa vie, et ce n'est qu'à la fin de la matinée qu'a lieu la délivrance. Je cède à nouveau la parole à Philippe Erlanger. Un quart d'heure avant midi, la sage-femme présenta triomphalement la petite masse de chair rose qui deviendrait le roi soleil. Madame de Sensé, qui est une dame d'honneur de la reine, poussa le cri fatidique « C'est un dauphin !» Le canon gronda, les cloches sonnèrent, 50 courriers firent bondir leurs chevaux. Le roi, tombant à genoux, rendit grâces au ciel. En revanche, il ne fit aucun mouvement vers sa femme. Il fallut l'exciter de s'approcher d'elle et de l'embrasser, nous dit un témoin. L'essentiel est ailleurs. Louis XIII a donc un fils, et vous comprenez qu'on l'ait surnommé Louis Dieudonné, comme pour souligner le rôle qu'on attribue au ciel dans cette naissance. Alors, évidemment, dans l'entourage de Gaston d'Orléans, on fait plutôt grise mine, mais partout ailleurs, dans le royaume, la joie est immense. Imaginez les festivités, les danses improvisées, dans les rues, les tédéums, dans les cathédrales, partout. On roule le tambour et l'on annonce l'attente, l'incroyable nouvelle. Richelieu n'est pas en reste, c'est Raphaël d'Argent, qui est le biographe d'Anne d'Autriche, qui nous précise ceci. Richelieu écrivit au roi pour le féliciter.
Je crois que Dieu vous l'ayant donné, il l'a donné au monde pour de grandes choses, écrit le cardinal dans son style. La Gazette, l'organe du cardinal, sans crainte d'exagération, compare la naissance du dauphin rien moins qu'à celle de Moïse. Seulement, cette naissance qu'on se plaît à juger miraculeuse, cette naissance fait toujours un peu jaser. La joie retombée, la fête éteinte, on se pose des questions et la rumeur de revenir et d'aller de plus belle et de grossir et d'enfler encore. Est-ce que quand même cette naissance ne serait pas un peu trop belle pour être vraie ? Certains vont aller bientôt jusqu'à remettre en cause la paternité même de Louis XIII. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, revient dans un instant. Au cœur de l'histoire en été sur Europe 1, 7 jours sur 7, de 14h à 15h. Franck Ferrand. Cet après-midi, on revient sur les mythes et réalités qui entourent le fameux roi. Et ça y est, le roi est né, Franck. Vous l'avez compris, tout le monde est heureux de la naissance de Louis Dieudonné, bien entendu. Le roi, n'en parlons pas, qui depuis longtemps avait désespéré de donner un héritier à la dynastie. Il est tellement comblé, tellement heureux. On n'a jamais vu Louis XIII comme ça. On a l'impression qu'il a rajeuni du jour au lendemain. La reine est soulagée, bien entendu. Sa position se trouve considérablement renforcée. Toute l'Europe parle depuis trop longtemps des relations orageuses du couple royal français et de son incapacité à donner la vie pour qu'on ne remette pas immédiatement en cause, ici ou là, l'intervention divine. Voilà ce que Lord Montagu, en Angleterre, écrit au sujet de la grossesse royale, des mots quand même lourds de sous-entendus qui sont cités par Raphaël d'Argent. C'est un tour de lit qui étonnera beaucoup de monde. Je voudrais bien savoir à quelle particulière invocation il faut attribuer ce miracle. Oh, que la médisance est proche. Les bruits courent. Alors d'abord, ils ont été un peu étouffés dans le concert de joie qui s'est emparé du royaume, mais les rumeurs persistent et vous savez que leur nature même est d'enfler à ces rumeurs. De nombreuses hypothèses vont être bâties. Ça va occuper les auteurs pendant des siècles, cette histoire, avec des thèses sérieuses et d'autres qui le sont beaucoup moins. On a inventé à Louis XIV tous les pères présomptifs possibles en essayant d'étayer ses soupçons sur l'agenda, si je puis dire, l'ordre du jour, l'emploi du temps du roi et de la reine, en rappelant les difficultés sexuelles de Louis XIII. Il y a des historiens parmi les plus célèbres, je pense à Michelet bien entendu, au XIXe siècle, qui ont ouvertement remis en cause la version officielle d'une paternité du roi Louis XIII, comme si la reine Anne devait son enfant à quelqu'un d'autre. Alors, quand on se penche très précisément sur la question, force est de reconnaître que ces rumeurs n'ont pas vraiment de fondement. Voilà ce que nous explique Philippe Erlanger. Anne d'Autriche, écrit-il, environnée d'espions, Anne d'Autriche, que l'étiquette empêchait de rester jamais seule, aurait éprouvé d'insurmontables difficultés à commettre un adultère. Quant à l'impuissance de Louis XIII, si souvent admise comme indiscutable, le journal du médecin Héroard la dément formellement et les premières grossesses d'Anne d'Autriche prouvent que la froideur misogyne n'était nullement incapacité d'engendrer. Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. Ensuite, on a proposé bien sûr toutes sortes de pères possibles pour Louis XIV. Alors d'abord des pères de fantaisie, si je puis dire. Certains ont carrément dit que c'était Richelieu. Non, mais c'est une histoire invraisemblable. Il faut quand même beaucoup d'imagination pour imaginer Richelieu allant faire un enfant à Anne d'Autriche. Mais alors en revanche, très nombreux sont les auteurs qui se sont engouffrés dans la brèche ouverte par Michelet pour donner la paternité du jeune dauphin à Mazarin lui-même. Mazarin qui du reste était non seulement le dauphin, le successeur désigné de Richelieu, mais s'est trouvé être nommé parrain du jeune Louis XIV. Alors on a imaginé toutes sortes d'histoires. Et d'ailleurs, je me rappelle un téléfilm qui a été diffusé sur le service public il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ou 3 ans, si ma mémoire est bonne, où l'on montrait, c'était tout à fait invraisemblable d'ailleurs de voir ça, on voyait carrément Mazarin et Anne d'Autriche partageant le même lit et étant, pourquoi pas, le père et la mère de Louis XIV. Évidemment, tout ça est quand même très peu probable. Au reste, ajoute Jean-Christian Petit-Fils, le jaloux et soupçonneux
soupçonneux Louis XIII ne douta jamais un seul instant de sa paternité, au point de se montrer agacé par les bruits attribuant la naissance du dauphin à une intervention divine. Il savait quand même à peu près ce qui s'était passé, Louis XIII, il était bien placé, n'est-ce pas? Et c'est vrai que ça l'agaçait particulièrement, toutes ces rumeurs et tous ces bruits malveillants. Donc, entre l'hypothèse politico-religieuse du miracle et celle de la non-paternité du roi, et que je n'ose qualifier, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, de ragot et de biologie, celle-là, eh bien, on peut imaginer que c'est bien le couple royal qui a conçu son fils de manière naturelle. Et d'ailleurs, j'allais dire, la meilleure preuve, c'est que très vite, le roi Louis XIV aura un frère, monsieur Philippe d'Anjou, qui, naîtra également de l'union de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, ce qui prouve que ce qui n'était jamais que les 5e et 6e grossesses de la reine Anne ne relevaient pas tant du prodige que cela. C'est le 21 septembre 1640 qu'est né Philippe. Cette naissance, pas plus que celle de Louis Dieudonné, ne rapprochera cependant le couple royal, dont les relations jusqu'au bout restent très fraîches, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qu'il faut souligner, c'est à quel point la couronne de France s'est trouvée renforcée, non pas par la naissance de Louis Dieudonné, mais bien par la naissance de ces deux princes, qui assuraient cette fois pleinement la succession dynastique, la continuité dynastique, comme le souligne Philippe Erlanger. En 1637, Louis XIII et Richelieu poursuivaient seuls contre tous une œuvre colossale dont nul n'imaginait qu'elle pourrait leur survivre. On savait Louis XIII très malade, on savait Richelieu à bout de souffle, et on se disait qu'on serait bientôt débarrassé non seulement de l'un et de l'autre, mais de la politique qu'ils incarnaient. Eh bien, et je cite de nouveau Erlanger, en 1638, ils étaient en droit de penser que la maison d'Autriche ne dominerait plus la chrétienté, que l'unité du royaume resterait indestructible. Il suffisait pour cela de l'existence d'un dauphin. Ce dauphin allait bientôt devenir roi, car dès l'âge de 5 ans, il monte sur le trône sous le nom bien entendu de Louis XIV. On raconte souvent cette anecdote de Louis XIII sur son lit de mort et qui dit au jeune dauphin grimpé sur son lit « Et comment avez-vous nom maintenant ?» Louis XIV aurait répondu l'enfant, à quoi Louis XIII aurait répondu « Pas encore mon fils, pas encore ». Bonjour Jean-François Solnon. Bonjour Franck. Nous allons parler de Louis XIV, non seulement de sa naissance et de sa jeunesse, mais d'une manière générale de tous les grands aspects d'une vie grande, comme son surnom l'indique. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Il y a de nombreux mythes autour de Louis XIV. On retrace la vie du roi Soleil cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Jean-François Solnon, historien, professeur émérite des universités, auteur de Louis XIV, Vérités et légendes, paru chez Perrin. Alors d'abord, le premier des ragots, parce que ce qui est très extraordinaire dans votre ouvrage Vérités et légendes, Jean-François Solnon, c'est que vous tordez le cou à un très très grand nombre de fausses vérités, si je puis dire, sur Louis XIV. La première de ces fausses vérités, c'est celle de sa naissance illégitime. Il n'aurait pas, disait-on, été le fils de Louis XIII. Calomnié, il en restera toujours quelque chose. Oui, c'est vrai, qu'en vous écoutant, on s'aperçoit de la force de la rumeur, cette rumeur qui enfle, qui finit par tout recouvrir. Non, je crois que la chose est entendue. Louis XIV est bien le fils de Louis XIII. Que la naissance de Louis XIV ait tardé à venir, c'est un fait indubitable. Et il est vrai que lorsque Louis XIII a épousé Anne d'Autriche, il était très très jeune. Eh oui. En 1615, il a 14 ans. Très timide. On peut parler d'un introverti puissant. Oui, c'est un homme austère, c'est un homme, on pourrait presque dire, neurasthénique, qui est assez mal à l'aise avec les femmes. On dirait aujourd'hui qu'il est affligé de toc, comme on dirait aujourd'hui. Sans doute. Puis alors, sa femme l'intimide beaucoup. C'est une très belle femme, Anne d'Autriche. Et cette beauté l'intimide, il ne sait pas tellement comment faire. Finalement, Louis XIII est un homme qui est un homme simple. C'est un homme qui aime l'armée, c'est d'ailleurs un roi soldat, qui est beaucoup plus à l'aise dans les bivouacs qu'à la cour. Et c'est un environnement masculin qui lui convient le mieux. Par conséquent, les rapports ont été difficiles à établir parce qu'Anne d'Autriche, toute jeune, est un peu frivole.
Elle, en effet, on la prend presque la main dans le sac lorsqu'elle entretient une correspondance avec son frère, le roi d'Espagne. Faut-il parler de trahison? C'est peut-être excessif. Mais en tout cas, elle est particulièrement maladroite, imprudente. Et tout ceci va envenimer les rapports, mais il n'en reste pas moins que peut-être grâce à un orage, eh bien, Louis XIII et Anne d'Autriche ont fabriqué cet enfant qui est promis à une belle carrière. Alors cet orage du Louvre, très célèbre, cet orage de décembre 1637, il est devenu mythique, si je puis dire. On racontait ça aux écoliers il y a encore peu de temps. Et puis alors aujourd'hui, toute l'historiographie nous dit il n'y a pas eu d'orage, il n'y a pas eu de nuit du Louvre, etc. On est déjà, si je puis dire, dans la légende ? Écoutez, l'histoire ne cesse de recommencer. Par conséquent, peut-être que dans 50 ans, on reviendra à l'orage. On passe de l'orage au beau temps, on verra bien. Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Louis XIV est bien le fils de son père. Ça, vous en êtes certain. Il n'y a pas de doute sur la question. Oui, j'ai pas de renseignements particuliers, mais je crois pouvoir affirmer qu'il est bien le fils de Louis XIII. Et d'ailleurs, lui n'en doutait pas du tout. Ni le père, ni le fils n'en ont jamais douté. Pas une seconde. Louis XIV avait une vraie révérence pour la figure de Louis le Juste, pour la statue de son père, si je puis dire. Même s'il l'a perdu très tôt, puisqu'il est orphelin de père à l'âge de 5 ans, souvent on prétend que le fait d'avoir gardé comme cœur du château de Versailles le petit château de cartes de briques, pierres et ardoises de son père est une sorte d'hommage au père. Peut-être, mais peut-être pas, parce que Louis XIV a hésité avant de garder ce Versailles premier. Il a songé aussi à le détruire. Mais en réalité, il était resté fidèle parce que son prédécesseur est le roi de France. C'est son père et c'était le roi de France. Et Louis XIV est très soucieux de la continuité dynastique. Et jusqu'à son lit de mort, d'ailleurs, il évoquera la figure de son père. Qui pour lui est une sorte de modèle, sans doute idéalisé, mais encore une fois, il est mort, son père est mort alors que lui-même était tout jeune. Qui se charge de son éducation? La mère, j'imagine, Anne d'Autriche? Anne d'Autriche, sans doute, mais il faut mettre sur pied une équipe qui va être chargée de l'éducation. On confie la responsabilité générale au cardinal de Mazarin, qui va être surintendant de l'éducation du roi. En plus d'être le parrain du roi. Outre d'être le parrain. Et puis, il y a une équipe qui se forme, en particulier avec l'abbé de la Baume qui va devenir archevêque de Paris comme précepteur, le marquis de Villeroy qui est gouverneur, Lamotte Levaillé qui va prendre également la succession de notre futur archevêque de Paris. Bref, il y a une équipe et le roi va recevoir des cours. Alors des cours de religion, des cours de catéchisme avec les nouvelles prescriptions du Concile de Trente, des cours de latin. On ne peut pas dire qu'il soit particulièrement brillant. On prétend même d'ailleurs qu'il a même peut-être même pas le niveau d'un ancien élève des collèges des Jésuites. Et on lui apprend la morale, et on lui apprend l'histoire. L'histoire joue un rôle extrêmement important dans la formation des princes à cette époque-là. Et aux leçons d'histoire qu'il reçoit, d'ailleurs son précepteur va lui apprendre surtout le modèle de Henri IV. Et d'ailleurs, le précepteur va écrire un livre d'ailleurs sur la vie du roi Henri IV. Et qui est le fondateur de la dynastie. Fondateur, c'est le premier Bourbon. Et puis c'est une image déjà mythique à cette époque-là. Et puis le soir, avant de s'endormir, eh bien le premier valet de chambre du jeune Louis XIV, qui s'appelle de la Porte, va lui lire des extraits de l'histoire de France de Mézeray, qui nous paraîtrait aujourd'hui très austère. Mais c'est ainsi qu'il s'initie à cette histoire de la monarchie française. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on lui a appris, par ses lectures et de vive voix, on lui a appris à détester les rois fainéants. Et Louis XIV va conserver ça en tête jusqu'à sa mort, quand il donne les ultimes conseils à son petit-fils Philippe d'Anjou, qui va devenir roi d'Espagne en 1701 sous le nom de Philippe V. La première chose qu'il lui donne comme conseil, c'est « ne vous laissez pas gouverner, travaillez et régnez véritablement ». Il faut éviter ce mystère, en quelque sorte, des rois fainéants, des rois mérovingiens. Et lorsque Philippe V se plaint à son grand-père de toutes les difficultés qu'il rencontre à Madrid, Louis XIV lui répond « Si vous avez cru qu'il fût fort agréable et fort facile d'être roi, vous vous êtes fort trompé, car c'est un métier, c'est une vocation, c'est un sacrifice d'une certaine manière. C'est en tout cas comme ça que Louis XIV le conçoit. » Mais il dit aussi un métier grand, noble et délicieux. Et oui, ça c'est ce qu'on lui faisait, c'était une version latine oui, qu'on lui faisait recopier. Alors, on a l'image d'un Louis XIV dont l'éducation aurait été laissée complètement en friche. C'est Saint-Simon qui nous le dit. Mais Saint-Simon est une mauvaise langue. Voltaire le répète, Michelet s'en fait l'écho. Enfin bon, il y a toute une généalogie des légendes. Écoutez, comme ça. Saint-Simon joue le rôle du témoin oculaire
alors qu'il est né au moment où Louis XIV a déjà 37 ans. Oui. Donc il n'est pas le témoin, et a fortiori, il n'est pas le témoin de l'enfance du roi. Oui, Saint-Simon a des phrases qui sont presque définitives, parce qu'elles sont passées dans la légende, en effet, d'une sorte d'éducation et d'une formation au-dessous du médiocre, disait-il. Bon, médiocre, il faut comprendre moyen. Il est né avec un esprit au-dessous du médiocre. Oui, et là, on se rend compte en réalité qu'il a reçu un certain nombre de leçons, notamment dans le domaine des langues étrangères. On lui apprend l'espagnol, il parle espagnol avec sa mère, Anne d'Autriche, il va parler italien, et d'ailleurs on va s'en apercevoir lorsque le grand architecte, le cavalier Bernin, vient à Paris en 1665, eh bien il s'exprime en italien avec Bernin. C'est quelqu'un qui a reçu des cours d'écriture, de mathématiques. Il est vrai que cette formation n'a peut-être pas donné tous les résultats escomptés. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à l'époque, et il faut quand même se replacer dans les mentalités du temps, on ne fabrique pas un universitaire, là. On fabrique un futur roi de France. Alors, Mazarin se charge de l'éducation politique, et à côté de cela, il y a tout ce qui fait l'éducation d'un honnête homme, c'est-à-dire les exercices physiques, l'équitation en particulier, la chasse, et le petit Louis XIV, il a à sa disposition des petites armes miniatures dans les jardins des Tuileries. Des forts, on fait des petits fortins qu'il va prendre avec une petite équipe de camarades. Bref, il est formé, et surtout dans le domaine des arts, on sent là qu'il y a un terrain extraordinairement favorable. C'est sa fibre en fait, vraiment. Il aurait pu être artiste s'il n'avait été roi. C'est un roi artiste. Ouais. Incontestablement. Il danse, il pratique des instruments de musique. On lui a appris évidemment le clavecin, on lui a appris le luth, qui est l'instrument noble par excellence. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il joue de la guitare. Or, la guitare, c'est pas un instrument qui est à l'époque très considéré. C'est un peu comme s'il faisait de la batterie aujourd'hui, si je puis dire. Oui, c'est un instrument rythmique, la guitare, puis un instrument un peu exotique. Oui. Eh bien, c'est lui qui va imposer, par sa pratique de la guitare, cet instrument ensuite dans les antichambres de Versailles. Je me rappelle que lorsque je passais encore plus de temps qu'aujourd'hui au château de Versailles, je passais mon temps à essayer moi aussi de détruire des idées fausses sur Louis XIV. On imagine toujours un Louis XIV très hautain, alors qu'au contraire, tous les témoins nous disent qu'il était très accessible, très aimable, notamment d'une grande politesse avec les dames. Une infinie politesse. On nous présente un Louis XIV qui n'aimait que la fête, etc. Alors qu'on sait qu'au contraire, il passait beaucoup de temps seul dans ses collections à regarder ses tableaux, en fait, etc., etc. D'où vient-il qu'on ait de Louis XIV une image aussi fausse, Jean-François Solnon ? Oui, c'est ça qui m'a beaucoup frappé, parce que cette image particulière de Louis XIV, elle s'est très largement répandue, déjà en son temps. Alors il y a le témoignage, on l'évoquait il y a un instant, de Saint-Simon, mais c'est pas le seul. Qui peut être parfois très précieux du reste. Mais c'est une très grande valeur documentaire, mais il faut faire avec Saint-Simon ce que chacun doit faire avec des sources, c'est-à-dire savoir les décrypter et savoir les critiquer. Mais il y a d'autres témoignages de l'époque qui sont hostiles à Louis XIV. Je pense en particulier à Fénelon, archevêque de Cambrai, qui est l'auteur d'une lettre anonyme, si je peux me permettre cette opposition, une lettre anonyme que probablement Louis XIV n'a jamais lue, sinon ça aurait valu la Bastille à ce cher ecclésiastique, et qui est une lettre particulièrement sévère, je dirais même plus que sévère, injuste à l'égard de Louis XIV. Il y a une autre lettre que Saint-Simon a fait parvenir dans l'entourage du roi, que Louis XIV n'a pas dû lire non plus. Bref, il y a déjà en son temps en quantité de légendes qui se mettent en place. Et même quelquefois des légendes ou des demi-vérités qui viennent de gens qui lui sont favorables. Je pense en particulier à la truculente Madame Palatine, qui peut dire quelquefois, parce qu'elle déteste Madame de Maintenon, qui peut dire des choses tout à fait outrées. Et puis à partir de là, eh bien, nous avons les écrivains romantiques, nous avons Michelet, entre autres choses, et aussi les petits manuels de la Troisième République. Ces petits manuels qui sont faits pour les enfants, à une époque où la Troisième République n'est pas un régime encore parfaitement stable, qui est fragile, qui peut toujours être rattrapé par une restauration monarchique, et on a compris, les instituteurs ont compris qu'il ne s'agissait pas de tresser des couronnes à Louis XIV et d'évoquer l'Ancien Régime en termes flatteurs. Donc si vous ajoutez tout cela, plus la paresse intellectuelle d'un certain nombre... Il aurait peut-être fallu commencer par là, du reste. Eh bien, on s'aperçoit que Louis XIV traîne derrière lui, comme beaucoup de grands personnages, quantité de légendes. Ce qu'il explique également, c'est la
longueur du règne. C'est 54 années de règne personnel, depuis la mort de Mazarin jusqu'à sa propre mort. 54 années, vous vous rendez compte, Franck, c'est 11 quinquennats. Oui, c'est impressionnant. Surtout que là, vous parlez des 54 années de règne personnel. Oui, encore une fois, le roi, 72 ans de règne. Louis XIV est roi depuis la mort de son père, depuis 1643. C'est tout à fait impressionnant. Ce sont plusieurs générations qui sont nées et mortes sous Louis XIV, qui n'ont connu d'horizon que Louis XIVien. Et on peut comprendre d'ailleurs que dans les dernières années ou dans les dernières décennies, on en est un peu assez de la longueur de ce règne. Et parmi ceux qui sont responsables de ces légendes, il ne faut pas oublier un foyer extrêmement important, ce sont les pamphlets hollandais et anglais, qui sont les deux grands ennemis du royaume de France, qui ne manquent aucune occasion d'inonder l'Europe de pamphlets, de libelles, mettant en cause d'une manière la plus désordonnée possible à la fois le personnage et son action. Europe 1, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire, en été, 14h, 15h, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. De nombreuses légendes entourent la vie de Louis XIV. Franck Ferrand, vous recevez cet après-midi sur Europe 1 Jean-François Saulnon, historien, professeur émérite des universités et auteur de Louis XIV, Vérités et légendes, paru chez Perrin. Ce que je vous propose, ça c'est tout simple, Jean-François Saulnon, c'est de reprendre un certain nombre de vos chapitres et d'évoquer un certain nombre d'idées reçues à propos de Louis XIV, dont on nous dit par exemple qu'il n'aimait pas son parrain, qu'il se méfiait, qu'il détestait même le cardinal de Mazarin. Qu'en était-il en vérité ? Ce qui est amusant, c'est que cette idée, elle peut être parfaitement datée. Et on en connaît l'auteur. Il s'agit du premier valet de chambre du roi, le fameux Pierre de la Porte, qui explique qu'un jour, sur la terrasse du château de Compiègne, le jeune Louis voit passer... C'est un adolescent. C'est un adolescent, un tout jeune homme, voit passer le cardinal Mazarin et a déclaré « Ah, voici le grand Turc ». Alors, cette formule est une formule un peu forte, peut-être même sibylline, mais forte, parce qu'évidemment, les Turcs ont si mauvaise réputation dans la chrétienté du XVIIe siècle qu'on s'y intéresse de près. Alors, on rapporte bien le mot de cet enfant à sa mère, Anne d'Autriche, qui essaye de savoir, mais d'où vient cette expression, qui l'a lui soufflé. Et le petit roi refuse de donner ses sources et a beaucoup de courage et reste muet. Et on sait que Pierre de la Porte, et on le sait grâce aux mémoires de Pierre de la Porte, ne manquait aucune occasion de s'en prendre au cardinal Mazarin. Et à partir de là, à partir de cette toute petite anecdote, eh bien, on en a déduit que Louis XIV détestait Mazarin. Ce qui est loin d'être la vérité, bien au contraire. Louis XIV sait ce qu'il doit déjà à Mazarin. D'abord, il lui doit son apprentissage politique. Mazarin a formé Louis XIV. Et il ne l'a pas formé en lui faisant lire de gros in-folio de droit public. Il l'a fait intervenir au Conseil du roi sur des sujets particuliers, en particulier des sujets qui étaient accessibles pour lui. Oui. Et de façon pédagogique, on peut dire. De manière très très pragmatique. Et puis Mazarin n'a cessé de s'intéresser au sort de Louis XIV, et la réciproque est vraie. Parce que lorsque Mazarin, dans les derniers mois de son existence, avait besoin de réconfort, eh bien c'est le jeune roi qui venait lui apporter ce réconfort. Mazarin est mort au château de Vincennes, où, disait-on, l'air est plus pur qu'ailleurs. Et c'est Louis XIV qui lui apporte le bouillon, les médicaments, quand le cardinal... pleure abondamment. Oui, Louis XIV pleurait beaucoup. Oui, il faut dire, oui, il avait la larme facile. Exactement. Et lorsque Mazarin reçoit l'extrême onction, donc on interdit l'entrée de la chambre au jeune roi, mais celui-ci va regarder par une petite fente dans la cloison. Il est très présent et il lui a dit à plusieurs reprises d'ailleurs, lorsque Louis XIV est lui-même malade en 1658 à Mardic, près de Dunkerque, sa vie a été en cause là, et qui s'est adressé à Mazarin en lui disant « Vous êtes le meilleur ami, le seul que j'ai ». Et le mot ami au XVIIe siècle avait une force qu'il n'a plus du tout aujourd'hui. C'était un mot très important. Alors, Mazarin meurt en 1661, et c'est ce qu'on appelle la fameuse prise de pouvoir par Louis XIV. On pense tout de suite au film de Rossellini, bien entendu. Est-ce qu'il n'y a pas là un mythe sur cette espèce de basculement du jour au lendemain, un roi qui ne se serait totalement désintéressé des affaires publiques, qui du jour au lendemain devient une sorte de despote ? J'allais dire oui et non, mais pas despote. Le roi de France, aucun roi de France n'a été un dictateur ou un despote. Il est vrai qu'il y a un coup de tonnerre de tout de même. Après la mort de Mazarin, Louis XIV décide de réunir le Conseil, s'adresser à sa mère et s'adresser aux principaux membres du Conseil du roi pour leur dire que désormais, lui-même exercera la fonction de Premier ministre. C'est-à-dire c'est la fin du ministériat qui avait été occupé par Richelieu dans un premier temps, puis ensuite par Mazarin.
Et Louis XIV va remodeler les conseils. Il y a un conseil qu'on appelle d'en haut, parce qu'il siégeait au premier étage à Versailles, ou dans les résidences royales avant Versailles, c'est-à-dire un conseil étroit. Et là, dans ce conseil étroit, ne vient que ceux qui sont appelés par le roi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conseiller né. Anne d'Autriche, sa mère, qui a été pourtant régente, eh bien, n'a pas entré au conseil. Et là, le roi appelle qui l'entend. Puis il y a un deuxième conseil, le conseil des dépêches, qui s'occupe surtout de politique intérieure, qui existait déjà, mais qui monte en grade parce que le roi le préside lui-même. Et puis il y aura plus tard un conseil royal des finances. Par conséquent, il y a une modification des conseils. Mais est-ce que c'est véritablement une révolution en 1661 ? Pas tout à fait. Parce que ceux qui peuplent ce conseil et ceux qui vont être nommés secrétaires d'État, c'est le legs de Mazarin. Et voilà. Ce sont des gens qui ont été légués par Mazarin, c'est Hugues de Lionne, c'est Michel Le Tellier, c'est Nicolas Fouquet, avant que celui-ci ne soit remplacé par Jean-Baptiste Colbert. Et puis bien sûr, c'est le nouveau Colbert. Alors le nouveau Colbert, et puis quantité d'autres secrétaires d'État dont nous n'avons pas forcément retenu aujourd'hui les noms, mais quand on regarde d'un peu près, on s'aperçoit que ces gens sont dans les allées du pouvoir depuis des années, voire des décennies. Je songe en particulier au chancelier Séguier. Séguier est chancelier de France depuis 1635, 3 ans avant la naissance de Louis XIV. Donc, révolution à demi. Chancelier, c'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai un peu savonné sur ce sujet. Chancelier, c'est à mi-chemin entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, un peu à l'époque. C'est ça. C'est un personnage extrêmement important parce que c'est ce qu'on appelle le porte-parole du roi. Le connétable était le porte-épée. Voilà. Lui, le porte-parole du roi, c'est le chef de la magistrature. Alors, évidemment, Colbert va avoir un rôle essentiel. Puis Louvois, ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est au départ, à la disgrâce et à la mort de Louvois, puisque tout ça va de pair, que Louis XIV acquiert un véritable magistère, qu'il exerce un vrai pouvoir personnel. Mais ça, ce sont les dernières années du règne. Parce que jusque-là, au temps de la vie donc, de Colbert et de Louvois, Louis XIV traite les affaires avec ses personnalités qui sont très fortes. Ce sont des gens extrêmement compétents, très travailleurs. Rappelez-vous, à l'école primaire, on apprenait que Colbert ne sont pas sans tâche, se frottait les mains lorsqu'il arrivait dans son bureau parce qu'il avait des piles de dossiers sur le bureau. Donc Louis XIV essayait déjà de jouer le rôle d'arbitre entre la famille Le Tellier de Louvois et la famille Colbert. Et puis, il a perdu Colbert en 1683. Il a perdu le fils de Colbert, Seignelay, en 1690. Et puis, Louvois meurt en 1691. Et là, le choix de Louis XIV va être différent. Il va nommer des gens beaucoup plus jeunes. Des gens comme Jérôme Philippot de la Vrillière, qui a par exemple 24 ans. Un autre à 25 ans. Ils sont très très jeunes. Et Louis XIV, qui lui est en quelque sorte toujours présent, qui a pris de l'âge, ne déteste pas former ces jeunes gens, leur donner des conseils, ce qui accroît encore son travail. Madame de Maintenon n'hésite pas à dire « le roi travaille encore plus » que par le passé, il travaille plus de 3 ou 4 heures par rapport au passé. Et on a donc un souverain qui s'entoure de gens jeunes qu'il forme, ou alors de techniciens, de commis, et on peut dire qu'il est son propre ministre de l'Intérieur, son propre ministre des Affaires étrangères. Il exerce véritablement là, plus qu'en 1661, un gouvernement personnel. C'est-à-dire qu'il est devenu un monsieur mûr, puis même âgé, qu'il a une très grande expérience et qu'il estime qu'aucun des jeunes ministres qui désormais travaillent avec lui ne serait capable de mener le ministère. Il y a eu une évolution dans le règne. Oui, puis pour une personne âgée, elle ne déteste pas former la jeune génération. Oui. Alors, il y a une autre idée reçue qui nous a été transmise par l'école, qui est celle du gouvernement de la bourgeoisie, d'une certaine manière. Un gouvernement de ville-roture, si l'on en croit Saint-Simon. Et là encore, vous redressez cette idée fausse. Quand on lit Saint-Simon, on est assez épaté par le vocabulaire qu'il emploie, où il stigmatise en effet les gens de peu, les gens de basse extraction. Fort du commun, dit-il. Oui, la ville bourgeoisie, pas seulement la bourgeoisie, mais la ville bourgeoisie, c'est vraiment politiquement particulièrement incorrect. Et on a cru, en effet, que Louis XIV s'était entouré de gens venus de rien. Et en particulier, on citait, à tort, mais on citait Jean-Baptiste Colbert, qui aurait été le fils d'un marchand de draps de Reims, qui tenait boutique à l'enseigne du Long Vêtu, alors que Louis XIV a non pas gouverné avec des aristocrates, ça c'est vrai. Il n'y a autour de lui que le duc de Beauvilliers ou le duc de Chevreuse. Il a fait rentrer son fils et son petit-fils au conseil du roi très tardivement. Tout ceci est vrai. Il ne reste pas moins que ceux qui conseillent le roi et ceux qui sont ministres sont plutôt des gens de noblesse récente
ou, et c'est le cas de Jean-Baptiste Colbert et de son frère Torcy, ce sont des roturiers, et qui ont été anoblis par leur charge. Donc on a affaire à une sorte de haute bourgeoisie, mais une bourgeoisie très ancienne, dont les ancêtres remontent au XIVe siècle. Oui, ce ne sont pas des gens qui doivent leur fortune ou leur position uniquement à la grâce du roi, pas Non. uniquement. Ils ont déjà une expérience et ils appartiennent souvent à des lignées qui ont été au service de l'État, pas en première ligne, mais au service de l'État depuis longtemps. On dit aussi que Louis XIV aurait été complètement coupé de son peuple, on l'imagine, alors toujours à Versailles, alors qu'en fait ça n'est que la fin du règne. Une grande partie du règne se passe plutôt à Saint-Germain-en-Laye du reste, mais on l'imagine coupé du peuple, loin de son royaume, ignorant ses provinces. Là aussi, c'est une légende absolue. C'est d'ailleurs très curieux que cette légende ait pu prendre racine, puisque quand il était très jeune, il a parcouru les provinces de France qui s'étaient révoltées au moment de la Fronde des Mazarins, là en quelque sorte cornaqués à partir de 1653 dans toutes ces provinces. Ensuite, il a conduit ses armées sur la frontière nord et la frontière est. Il suffit de regarder les tableaux de Van der Meulen qui nous montrent le siège de telle ou telle ville par Louis XIV, jusqu'au moment où il ne commande plus directement ses armées, mais c'est en 1693, donc c'est très tardif. Et puis il est très bien renseigné par tous ses intendants, ses agents du pouvoir, y compris par les évêques d'ailleurs. Et Louis XIV, et Primi Visconti le signale bien, veut être informé de tout. Je crois qu'il y a que l'affaire des poisons, où vraiment Je veux là, le détail de tout. là où il a véritablement été en dehors de la réalité, mais pour le reste, il est très informé et jamais coupé de son peuple. Ah, nous ne sommes pas en train de faire de la propagande royaliste, nous sommes simplement en train de rappeler un certain nombre de vérités historiques que toutes sortes de générations d'historiens, pour des raisons différentes, ont essayé de camoufler jusqu'à une période récente. Oui, parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Le roi est sensible à la misère des peuples parce qu'on meurt de faim au XVIIe siècle, bien c'est sûr, vrai. bien sûr, oui. Mais nous ne sommes pas dans une période de l'État-providence. Les accidentés de la vie, ceux qui sont au chômage ou ceux qui sont victimes des guerres ne sont pas soutenus par l'État, mais nous connaissons cette assistance que dans la première moitié du XXe siècle, ou pour certains pays plus en avance, à la fin du XIXe siècle, comme en Allemagne par exemple. Là, à l'époque, l'État-providence n'existe pas. Louis XIV est sensible à la misère qui peut arriver au moment du grand hiver de 1709 ou des crises démographiques de 1693-94, mais il se contente pas d'être ému. Il réagit et il agit, par exemple demandant à ses intendants de faire transiter le blé, les céréales d'une province qui en est bien pourvue vers celles qui en sont démunies. Il demande également à importer du blé venu de l'Europe du Nord. Il envoie Jean Bart pour arraisonner des bateaux de céréales qui viennent d'Amérique ou qui viennent de Smyrne. Par conséquent, il y a un effort. Il n'a fait que soulager quelque peu cette misère. Il ne l'a pas résolue. Qui peut se prévaloir de résoudre ces problèmes-là? Mais il est sensible, et il est sensible en tant que chrétien. Il ne faut pas oublier qu'il est, c'est d'ailleurs son titre, il est le roi très chrétien à l'époque. C'est le titre de tous les rois de France, je précise cela. Sur son lit de mort, Louis XIV a dit « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». En revanche, il n'a jamais dit « L'État, c'est moi ». Certainement pas, parce que ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de la monarchie. Il n'y a pas une sorte d'accaparement du royaume de France par un individu. La phrase importante, celle qui a été notée par les contemporains, c'est en effet celle-ci « Je m'en vais ». Mais l'État demeurera toujours. Alors justement, à propos des mots attribués à Louis XIV, à tort ou à raison, nous allons consacrer le retour aux origines d'aujourd'hui spécifiquement à cette question. Et je renvoie nos auditeurs, parce que nous n'avons fait là qu'effleurer la matière, je les renvoie à votre bel ouvrage, Jean-François Saulnon, Louis XIV, Vérités et légendes, c'est publié chez Perrin. Merci beaucoup. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Reviens dans un instant. Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Brigitte via la page Facebook d'Au cœur de l'histoire. Parmi les phrases célèbres habituellement attribuées à Louis XIV, y en a-t-il beaucoup de fausses, Franck? Je remercie Brigitte de nous poser cette question. Car en effet, on a beaucoup prêté à Louis XIV toutes sortes de phrases. Alors, l'État c'est moi, c'est la plus célèbre, c'est celle que les écoliers retiennent parce que c'est en quelque sorte le résumé du règne. Mais si l'on étudie les choses de près, comme vous nous le dites Jean-François Saulnon, on est loin de la vérité, bien entendu. Et même au moment de la célèbre séance de la flagellation du Parlement, où il est entré, dit-on, en botte pour tancer ces messieurs du Parlement, on imagine très bien le 19e siècle faire des tartines sur ce sujet, Louis XIV n'aurait jamais prononcé cette phrase.
Et il y en a d'autres comme celle-là. Alors, en revanche, les ambassadeurs, et notamment l'ambassadeur d'Espagne, nous rapportent qu'en 1700, vous savez qu'au moment où il accepte la succession du roi d'Espagne pour son petit-fils Philippe d'Anjou, qui va devenir le roi d'Espagne Philippe V, il aurait dit « Messieurs, il n'y a désormais plus de Pyrénées ». La phrase est reprise par 2 chroniqueurs, notamment Sourche, elle est reprise par l'ambassadeur d'Espagne, donc là on peut imaginer qu'elle est vraie. C'est bien sûr Saint-Simon qui est le plus grand pourvoyeur de phrases Louis XIViennes, si je puis dire. J'ai trop aimé les bâtiments. Ce serait plaint, aurait regretté Louis XIV sur son lit de deuil. Malheureusement, la phrase ne figure que chez Saint-Simon, donc ça paraît un peu difficile à dire. Et de même que cet avis qu'il portait sur son neveu Philippe d'Orléans, c'est un fanfaron de crime. L'expression est très belle, mais elle est parfaitement saint-simonienne au sens stylistique du terme. Il me semble qu'en effet, elle sort surtout de l'imagination du mémorialiste. Et puis alors, il n'y a pas que Saint-Simon. On oublie toujours que le premier grand historien de Louis XIV et de son règne, c'est Voltaire, bien entendu, l'auteur du siècle de Louis XIV. Et alors Voltaire a fait dire énormément de choses à Louis XIV. Voltaire aimait ces espèces de phrases qui résumaient les situations politiques, et il lui fait dire notamment « Mon grand-père aimait les Huguenots et ne les craignait point, mon père ne les aimait point et les craignait, moi je ne les aime ni ne les crains ». C'est assez bien vu, c'est assez bien résumé, mais c'est un mot apocryphe qui évidemment est né sous la plume du grand Voltaire et non pas dans la bouche du grand Louis XIV. On pourrait comme ça multiplier les mots. Il me semble, et c'est le petit conseil que je donnerais à nos auditeurs pour clore cette première émission consacrée au tricentenaire de la mort de Louis XIV, il me semble que le meilleur moyen d'entendre parler Louis XIV, c'est encore d'aller lire les lettres de sa belle-sœur, Madame Palatine, parce que dans certaines des lettres qui sont écrites en allemand, bien entendu, elle a pris la peine de reproduire en français les mots même du roi. Et l'on voit Louis XIV, on a l'impression de l'entendre parler, c'est assez remarquable. On reconnaît, si je puis dire, son style, et notamment ce tic de langage qui revient systématiquement sous la plume de Madame Palatine et qui devait donc être un tic de langage de Louis XIV, Asteur. Il semblerait que Louis XIV, à presque toutes les phrases, disait Asteur, Asteur. C'est assez étonnant d'avoir comme ça ce magnétophone, cet enregistrement, si je puis dire. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Jean-François Saulnon, Louis XIV, Vérités et légendes. Vous y trouverez beaucoup de précisions sur ce qu'a dit Louis XIV et ce qu'il n'a, semble-t-il, jamais prononcé.